Bonjour, je suis Loubna Khalqi, professeure de physiologie humaine de l'Université Mohammed VI des sciences de la santé. Dans ce module de physiologie humaine, je vais vous enseigner la partie de physiologie nerveuse et également la partie de la physiologie endocrine qu'on va voir après. On va commencer ce cours de physiologie nerveuse avec l'organisation générale du système nerveux. En particulier, je vais parler du tissu nerveux, ça veut dire la composition cellulaire de ce système nerveux. Le système nerveux, c'est le centre de régulation, ça veut dire c'est le système du corps qui assure l'homéostasie de tout le corps et l'organisme. Il assure également la communication des informations entre les différentes parties de l'organisme et entre l'organisme et les milieux extérieurs, et entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Donc, ces deux fonctions qui sont la communication et l'homéostasie, elles sont assurées non seulement par le système nerveux, mais également par un autre système qu'on va voir ensemble, qui est le système endocrinien. La différence, c'est que le système nerveux, il va faire ces deux fonctions d'une façon qui est plus rapide et grâce à une caractéristique qui est la génération de l'influx nerveux, alors que le système endocrinien, il a une réponse qui est un peu plus lente et qui va assurer ces deux fonctions grâce à des substances chimiques qui s'appellent des hormones. Et ces hormones-là, c'est eux ou elles qui vont faire la communication et qui vont agir les uns sur les autres, ça veut dire un organisme ou une cellule sur une autre cellule. Qu'est-ce que c'est que les fonctions du système nerveux? On distingue trois fonctions majeures. Donc, le système nerveux, il est considéré comme une entrée sensorielle. Comment il fait ça? C'est parce qu'il a des millions de récepteurs sensoriels, des récepteurs pour différentes sensations, telles que la faim par exemple, le froid, la douleur. Donc ça, ce n'est que des exemples de récepteurs sensoriels. Ces récepteurs, ils vont surveiller les changements qui se produisent à l'intérieur du corps humain, comme par exemple le changement de la pression artérielle, ou bien des changements à l'extérieur du corps, comme par exemple le changement de température. Donc cette information, elle sera recueillie par ces récepteurs sensoriels et c'est ça ce qu'on appelle une entrée sensorielle. Deuxième fonction du système nerveux, c'est l'intégration. L'intégration veut dire c'est le traitement et l'interprétation des informations sensorielles. Quand il va les traiter, il va décider de ce qu'il va faire avec cette information. Donc ce processus, il est appelé intégration. Et enfin, il y a la fonction de la sortie motrice. Donc le système nerveux, il va activer les organes effecteurs qui sont les muscles et les glandes afin de provoquer une réaction. C'est ça ce qu'on appelle la sortie motrice. Dans ce schéma, nous voyons un exemple où on va trouver ces trois fonctions du système nerveux. Tout d'abord, on avait parlé d'entrée sensorielle. Donc, cet homme-là, il va voir grâce au récepteur au niveau de la rétine l'objet qui est devant lui, qui est le verre d'eau. Donc, cette information qui a été captée par les récepteurs au niveau de la rétine, elle va être transmise par un neurone sensitif vers le centre d'intégration. Le centre d'intégration dans cet exemple-là est le cerveau. Le cerveau qui va faire l'intégration, recevoir cette information sensorielle, l'analyser et donner une réponse. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire face à cette information sensorielle. Donc un autre neurone moteur va prendre le relais et il va envoyer la réponse motrice
vers le muscle effecteur. Le muscle effecteur, dans ce cas, qui va réaliser la réponse, c'est le muscle du bras. Donc la réponse sera de prendre le verre pour boire, par exemple. Donc c'est ça, les trois fonctions du système nerveux qu'on a vues, qui sont l'entrée sensorielle, l'intégration de l'information et la sortie motrice. Donc en général, on peut considérer que le système nerveux est composé de récepteurs sensoriels qui vont capter le stimulus, de fibres nerveuses qui sont spécialisées dans la transmission du message, que ce soit un message afférent. Afférent veut dire qu'il arrive au centre nerveux, de la périphérie vers le centre, ou un message qui est efférent, ça veut dire qui part du centre nerveux vers la périphérie. Il est composé également de centres nerveux qui reçoivent les messages nerveux et élaborent une réponse. Et enfin, il est composé aussi des effecteurs qui sont les muscles ou les glandes qui élaborent la réponse après réception du message nerveux. Très brièvement, et on va voir ça dans le cours d'après, le système nerveux est formé du système nerveux central et du système nerveux périphérique. Donc ces deux parties du système nerveux ont chacune des caractéristiques propres, mais elles interagissent en permanence l'une avec l'autre. Maintenant, on va voir le tissu nerveux. Donc le tissu nerveux, ça veut dire la composition cellulaire du système nerveux. Bien qu'il soit très complexe, le tissu nerveux n'est constitué que de deux types principaux de cellules. On a les neurones qui ne représentent que 10% de la masse ou de la composition cellulaire du tissu nerveux. Ce sont des cellules nerveuses excitables qui transmettent des signaux électriques. Et on a dans l'autre partie des cellules de soutien qu'on appelle la neuroglie ou la névroglie. Ce sont des petites cellules qui entourent et enveloppent les neurones. Et celles-ci, elles représentent 90% du nombre de cellules totales. C'est comme si, pour un seul neurone, il y a 10 cellules de la névroglie. Le neurone. Le neurone, c'est l'unité fonctionnelle et structurelle du système nerveux. Donc, au début, il y avait plusieurs théories. On disait que le système nerveux, c'est une seule entité, c'est un espace qui est non interrompu. Et il y a une autre théorie qui disait que non, le système nerveux, c'est une entité de parties ou de cellules qui sont fonctionnelles, qui sont liées les unes contre les autres. Donc, un des chercheurs qui a eu le prix Nobel en médecine, c'est Ramón Cajal, c'est un Espagnol, et grâce à sa contribution, grâce à la coloration et l'imprégnation qu'il a mis en œuvre, on l'appelle maintenant la coloration de Cajal ou Cajal. Donc grâce à ces travaux-là, on a pu voir que non, le système nerveux, il est constitué de neurones et ces neurones-là, ce sont des cellules avec une structure et que le système nerveux, ce n'est pas un espace qui est indéfini. Donc c'est grâce à ce monsieur-là qu'on a fait, c'est lui qui a réalisé la théorie du neurone. Donc, ce système nerveux, il est constitué de milliards de neurones. De milliards de neurones, ça veut dire qu'on a entre 86 jusqu'à 100 milliards de neurones dans notre système nerveux. Bien sûr, il existe des neurones ailleurs que dans le système nerveux. Il y a des neurones au niveau du système digestif et également il y a des neurones au niveau du cœur. Mais la plus grande population neuronale se trouve au niveau du cerveau. Ces cellules-là, qu'on appelle les neurones, on peut les appeler également des cellules nerveuses
Et comme j'ai déjà dit, il représente l'unité structurelle et fonctionnelle également du système nerveux. Ce sont généralement des cellules qui ont une grande taille et qui sont très spécialisées, qui transmettent des messages sous forme d'impulsions nerveuses. Donc ces cellules-là, elles émettent une bioélectricité qui permettent de faire une communication entre les neurones eux-mêmes et entre les neurones et les autres parties du corps humain. On dit que ce sont des cellules post-mitotiques. Pourquoi? Parce qu'après la mitose, ces cellules-là, ils ne se divisent pas. Un neurone, on peut naître avec le même neurone et ce neurone-là peut vivre avec nous jusqu'à la mort. Donc c'est pour ça qu'elles se divisent pas parce qu'elles sont déjà hautement spécialisées. Il y a des exceptions. Donc on peut avoir ce qu'on appelle la neurogenèse à l'âge adulte. Il y a la neurogenèse au niveau du bulbe olfactif, mais également il y a des recherches actuelles qui ont montré qu'il y a la neurogenèse à l'âge adulte au niveau de l'hippocampe. On sait que l'hippocampe, c'est une structure du cerveau qui est responsable de la mémoire. Il y a également la neurogenèse qui intervient lors de, par exemple, de traumatismes crâniens ou d'ischémie pour assurer une certaine plasticité. Bien sûr, on est avec un certain nombre de neurones qu'il faut préserver. La neurogenèse, elle ne se fait pas automatiquement. Et bien sûr, la personne ne va pas revenir ou les fonctions du système nerveux, elles ne reviennent pas à la normale. On va voir quelles sont les caractéristiques générales de cette cellule nerveuse qu'on appelle le neurone. Le neurone est distingué des autres cellules corporelles par certaines caractéristiques. Tout d'abord, on trouve l'excitabilité. C'est une cellule qui va réagir suite à une stimulation. Comment elle va réagir? Elle va réagir en générant un influx nerveux, un influx électrique qu'on appelle également un influx nerveux. Elle va non seulement le générer, mais elle va le conduire le long d'elle-même. Ça veut dire soit à partir des dendrites ou du corps cellulaire. Ça, on va le voir après. Donc, à partir du corps cellulaire ou des dendrites, elle va le conduire le long de l'axone jusqu'aux terminaisons nerveuses. Deuxième caractéristique, c'est la conductivité. Donc, c'est la capacité de propager ces modifications électriques au niveau de la membrane du neurone le long de la membrane plasmique. Troisième caractéristique, c'est la libération. Libération de substances chimiques qu'on appelle les neurotransmetteurs en réaction à une activité électrique. On va voir après les neurotransmetteurs, il y a plusieurs neurotransmetteurs et plusieurs types. Il y a des neurotransmetteurs qui sont excitateurs et des neurotransmetteurs qui sont inhibiteurs. Quatrième caractéristique, c'est la longévité. Donc, la plupart des neurones qui sont formés à la naissance, on appelle cette formation de neurones à la naissance le neurodéveloppement. Il y a quelques personnes qui appellent ça également la neurogenèse, mais la neurogenèse, c'est surtout, on parle de neurogenèse à l'âge adulte et pas à l'âge développemental. Donc, le neurodéveloppement, la plupart des neurones qui sont formés à cette étape-là, à l'étape fœtale et également à la petite enfance, on va vivre avec et elles restent presque toutes fonctionnelles jusqu'à un âge qui est très avancé, même jusqu'à la mort. Nous allons voir maintenant la morphologie du neurone. Donc, un neurone typique est constitué d'un corps cellulaire qu'on appelle également le soma ou le péricardion, des dendrites qui sont des prolongements courtes et un seul axone qui est généralement long ou très long qui se termine avec des terminaisons axoniques.
Donc, le corps cellulaire, il contient un noyau, comme toutes les autres cellules, et également il contient des organites. Donc, en particulier, chez les neurones, il y a la présence d'amas de réticulum endoplasmique granuleux qu'on appelle les corps de Nissl, ainsi qu'une grande quantité de protéines du cytosquelette appelées les neurofibrilles qui sont responsables de la communication intracellulaire. Deuxièmement, on a les dendrites qui sont habituellement multiples et toujours très courts. Elles conduisent l'influx nerveux vers le corps cellulaire. Donc on considère que ce sont des récepteurs du neurone parce qu'elles conduisent les informations vers le centre ou le soma. Donc les dendrites, elles présentent à leurs extrémités des épaississements membranaires qu'on appelle les épines dendritiques. Au niveau de ces épines dendritiques se font les connexions synaptiques qui proviennent d'autres neurones. Donc, vous pouvez les voir ici dans l'image qui est à droite. On a deux dendrites et on voit les épines dendritiques. Troisièmement, l'axone. On a dit qu'il est toujours unique et parfois il est très long. Sa longueur, elle peut atteindre 1 mètre de longueur. Il conduit l'influx nerveux à partir du corps cellulaire et s'en éloigne jusqu'aux cibles. Donc, au contraire des dendrites, qui va ramener l'influx nerveux vers le soma, va ramener, excusez-moi, pas l'influx nerveux, mais l'information vers le soma, l'axone, au contraire, la direction, elle va du soma vers l'extrémité. Donc, il prend naissance au niveau d'une expansion conique du corps cellulaire qu'on appelle le cône d'implantation ou le cône d'émergence. Et se termine généralement par une arborisation terminale dont chaque extrémité renflée établit des contacts synaptiques avec les cellules cibles. Ces cellules cibles, elles peuvent être d'autres neurones, comme elles peuvent être d'autres organes, comme des muscles ou des glandes, par exemple. Il existe différents types de neurones selon la disposition générale des prolongements par rapport au corps cellulaire. Donc, on peut distinguer soit des neurones unipolaires qui n'ont qu'un seul prolongement. Donc, regardez dans les images, c'est bien visible. L'unipolaire, il n'a qu'un seul prolongement. Les cellules bipolaires ont un prolongement afférent et un prolongement efférent. Les cellules pseudo-unipolaires, elles ont un prolongement unique qui se bifurque à distance du corps cellulaire en un prolongement afférent et un prolongement efférent. C'est pourquoi on l'appelle pseudo-unipolaire parce qu'elles sont semblables à l'unipolaire. Et on a les cellules multipolaires. Donc presque la quasi-totalité des neurones sont de type multipolaire. Ils ont des prolongements multiples. Ils ont un seul axone, mais de nombreuses dendrites ou de nombreux dendrites. Et au sein même de ce dernier type qui est les cellules, je disais qu'au sein même de ce dernier type de cellules multipolaires, il existe différentes morphologies. Donc ça dépend de l'emplacement de ces neurones. On trouve des cellules multipolaires différentes, que ce soit au niveau du cervelet par exemple, ou au niveau de l'hippocampe ou autres structures ou régions du système nerveux. Donc voici, dans ces images-là, quelques représentations ou quelques exemples de cellules multipolaires. Donc elles peuvent être en étoile, elles peuvent être pyramidales, elles peuvent être des cellules de Purkinje, en courbaille, granulaires ou autres.
Donc tout à l'heure, on a vu la classification morphologique des neurones. Il y a une autre classification, c'est un classement qui est fonctionnel des neurones. Donc ça dépend de la fonction du neurone. Donc un neurone peut être sensitif, ça veut dire qu'il est capable de percevoir des stimulations qu'il va transmettre au système nerveux central, ça veut dire dans la moelle épinière et l'encéphale. On a des neurones qui sont de type d'association. Elles se situent uniquement dans l'encéphale et la moelle épinière et ils jouent le rôle d'intermédiaire et participent aux fonctions de coordination de tout le système nerveux. Et enfin, on distingue les neurones moteurs ou ce qu'on appelle les motoneurones. Habituellement reliés aux neurones d'association, ils se chargent de transmettre des impulsions du système nerveux central vers les organes effecteurs qui sont soit les muscles, soit les glandes, et innervent les muscles par l'intermédiaire des axones. Ici, vous allez trouver un tableau qui va résumer ce qu'on vient de dire. Donc, par exemple, un neurone afférent ou ce qu'on appelle également sensitif, il appartient à la voie afférente sensorielle. On peut voir également sa structure, les dendrites connectés avec lui, de quel type, et les axones connectés avec lui. Donc c'est un tableau à titre indicatif. Maintenant, on a fini avec les caractéristiques du neurone. On va voir par la suite le deuxième type cellulaire du système nerveux qui est la neuroglie ou ce qu'on appelle également la